Nous avons adopté le procès-verbal de la séance publique du 21 juin. Il a été communiqué en temps et en heure au président de groupe pour avis et éventuellement correction. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Non? On peut le considérer comme adopté? Pas de problème, je vous remercie. Sur les manifestations dans les jours qui viennent, qui vont au-delà du 10 octobre, samedi prochain, nous avons le premier café du forum de la saison à l'Atrium sur le thème Vers la résilience alimentaire des territoires. À partir de 15h, nous avons l'anniversaire de la petite boutique, la ressourcerie, place du marché. À 17h, nous avons un atelier proposé par le CC2D à l'Atrium. Dimanche 25, à partir de 14h, 14h30, on verra, les vendanges de raisins blancs à la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse, en haut. Jeudi 29, de 10h à 13h, le dépistage du diabète, en partenariat avec le réseau Diabète 92, ça n'a pas de lien avec les vendanges, je vous le précise. Place du marché. En octobre, jeudi 6, 19h, la remise de prix de maisons et balcons fleuris à l'hôtel de ville. À 20h30, la soirée inaugurale du Forum des Savoirs avec Pascal Boniface, qui est, comme chacun sait, le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, sur un thème d'actualité. Quelle recomposition géopolitique après la guerre en Ukraine? Un thème passionnant. Samedi 8 et dimanche 9, Octobre Rose. Samedi 8, dans le cadre d'Octobre Rose, le tournoi de pétanque organisé par M. Panissal au square de l'église. Le dimanche 9, la marche rose, 5 km, à partir de la place du marché. Enfin, c'est un aller-retour. Lundi 10, nous avons un conseil municipal, à 19h. Jeudi 13, dans l'après-midi, à l'Atrium, le Giga Senior. Samedi 15, le jour de la nuit, dont vous avez le programme dans le dernier Chaville Magazine. Dimanche 16, dimanche en jeu à la salle Mosaïque, qui vient succéder au quiz qui s'est déroulé à l'Atrium dimanche dernier, avec beaucoup de participants, une centaine. Et jeudi 20, toute la journée, le cross scolaire au parc forestier de la Maralon. Voilà pour les manifestations des semaines qui viennent. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, j'aurais abordé quelques sujets d'actualité, ce qui me fait penser qu'il est peut-être préférable à l'avenir de traiter certaines questions, dans la mesure où elles ont un lien direct avec l'actualité, certaines questions au début du conseil municipal plutôt qu'à la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce sera évidemment mieux perçu par tous les téléspectateurs qui nous regardent avec beaucoup d'intérêt, nombreux. C'est un peu comme concours de Miss France quasiment. Donc je pense que ça présenterait plus d'intérêt de répondre directement aux questions qui nous sont posées au début de la séance, le plus rapidement, par définition. Je pense en particulier aux questions qui ont été posées par le groupe Vivons Chaville sur plusieurs sujets, bien eux, qui a été déposé également, mais nous sommes convenus de le traiter lors de la séance d'octobre, parce que c'est un peu complexe quand même, ce sujet, et il avait été déposé au dernier moment, les délais, donc il faut quand même qu'il passe en commission d'une façon ou d'une autre. Donc là, on le traitera en octobre. Et sur les autres questions, nous avons comme la première concerne des erreurs de facturation sur la restauration scolaire concernant les familles. Alors, en l'occurrence, on n'a pas eu connaissance d'un nombre de familles considérable, peut-être une dizaine, quinzaine maximum, sachant que 3 seulement ont été traités, ont été portés à la connaissance du service des affaires scolaires, et puis les autres au service de l'état civil, enfin de l'accueil famille citoyenneté à la mairie, et il y en a à peu près un peu plus d'une dizaine, pas plus. Donc il faut quand même
bien considérer que le chiffre d'erreurs de facturation est relativement limité. Hein. Alors, on a bien identifié l'origine du problème avec Elior, hein, on a pris contact avec Elior dès l'origine. Hein. C'est un problème informatique qui tient à Elior. Hein, il y a eu un bug, bon, je suis incapable. Hervé devrait être beaucoup plus capable que moi, ou d'autres, hein, Patrick, Truel, de déterminer quelle est la nature du bug. Hein. La société Elior, dont on connaît le sérieux, déplore ce bug, hein, qui semble-t-il est particulièrement complexe à résoudre. Normalement, bien normalement, un gros travail a été effectué pour tout remettre aux normes à l'occasion de la rentrée. Il resterait actuellement une seule anomalie en cours de résolution. Un dernier point doit être effectué dans les jours à venir, en espérant une mise en conformité, évidemment pour le mois d'octobre. Mais le mois d'octobre, je rappelle, c'est dans 8 jours, hein, donc c'est pas très loin. À ce jour, chaque personne ayant déposé une réclamation à Elior a été, selon Elior, a été remboursée. Hein, donc je le précise. Hein. Et une rencontre est d'ores et déjà programmée en octobre avec notre prestataire pour différents sujets. Hein. Ce point fera bien partie de l'ordre du jour de la réunion. Bien, donc ce problème, je vous confirme, est suivi de façon attentive par nos services et évidemment par la maire adjointe, Madame de Vavasseur, pourra vous le confirmer si nécessaire. Deuxième question, les effectifs scolaires. Quels sont les effectifs à la rentrée scolaire? Alors, très simple, je vous ferai parvenir un tableau, hein, mais je vais vous répondre tout de suite. Hein, mais je vous ferai parvenir un tableau. Madame Cusac, nouvelle directrice générale des services, j'ai eu l'occasion de la présenter la dernière fois, je crois. Hein, donc, vous transmettra un tableau synthétique, hein, des effectifs scolaires à la rentrée. Nous avons pour l'élémentaire primaire 1668 élèves. Nous en avions 1669 l'année dernière. Vous voyez qu'on peut considérer que c'est pareil. Mais nous en avions 1766 l'année précédente, et 1767 avant, 1811 en 2018-2019, 1900 en 2017-2018. Disons qu'il y a une baisse, qui n'est pas gigantesque, mais c'est une baisse structurelle qu'on observe d'ailleurs dans toutes les communes de la Haute-Seine. Je parle évidemment sous le contrôle de notre vice-présidente du conseil départemental. Hein, plaque. En maternelle et en élémentaire, le problème est un peu différent. On a 651 élèves en maternelle, contre 643 l'année dernière, mais on en avait 678 en 2020, 721 en 2019, 699 en 2018 et 713 en 2017. Hein, donc vous voyez, là aussi, une baisse sur plusieurs années. En élémentaire, on en a 1017, on en avait 1026 l'année dernière, 1088 en 2020, 1046 en 2019, et 2018, en 2018, on avait 1112. Donc là aussi, bon, une baisse structurelle. Au collège, on a 658 élèves inscrits. C'est un collège 700, hein, je vous le rappelle. 658 élèves inscrits. On en avait 702 l'année dernière, 717 l'année précédente, 780 en 2019, 780 en 2018. Alors là, effectivement, il y avait un problème de mur. Là, hein. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais c'est quand même très significatif. Hein. Bon. Donc, pour le total, pour le secteur public, hein, élémentaire plus secondaire, nous donne 2326 élèves contre 2371 l'année dernière, 2483 l'année précédente, etc. etc. Hein. Donc une baisse structurelle qui se poursuit. Pour les autres écoles, Montessori, je passe, hein, mais ça reste stable, 48 élèves contre 50 l'année dernière. Saint-Thomas, ça reste stable, et ça reste stable pour une raison structurelle, évidente. Hein. On ne peut pas augmenter
le nombre de classes aujourd'hui à Saint-Thomas. Il y a une petite étude qui est faite actuellement, hein, bon. Mais on ne peut pas augmenter le nombre de classes à Saint-Thomas. Donc, inévitablement, vu les demandes qui ne sont pas uniquement des demandes chalilloises, on reste sur des effectifs qui sont relativement stables. Sachant que, et c'est intéressant comme phénomène d'ailleurs, les chiffres, hein, après je vais revenir sur la situation, le contexte. 85 élèves en maternelle, contre 87 l'année dernière, 85, etc. Avant. 197 en élémentaire. Là, on avait un petit creux l'année dernière, je n'ai pas encore expliqué. J'aurai une explication de la directrice dans les jours qui viennent. On était à 167 l'année dernière. Mais on était à 195 en 2020, 196 en 2019, 196 en 2018 et 195 en 2017. Donc vous voyez, on est à 197 aujourd'hui, stabilité. Et stabilité qui est assez logique pour des raisons que j'évoquais. Au collège, on a 643 élèves, 650 l'année dernière, 647 en 2020, 652 en 2019 et 657 en 2018. Bon, donc ça confirme la stabilité. Au lycée, alors au lycée pour des raisons qu'on m'a expliquées et que j'ai pas parfaitement compris à cause de la Covid, bon, 383 élèves cette année, puisque les élèves, il y a une partie des secondes qui sont partis pour des raisons diverses de Saint-Thomas. 383 élèves cette année contre 412 en 2021, 432 en 2020, etc., etc. Le reste est stable. Hein. Et je pense que ce sera, on retrouvera les chiffres antérieurs l'année prochaine. Là, on me dit qu'à Saint-Thomas, qu'il y a actuellement, à cause de la Covid, semble-t-il, et à cause de la nécessité pour les établissements d'avoir un nombre d'élèves évidemment relativement stable ou relativement important par rapport à leurs effectifs, une certaine chasse aux élèves. Hein, c'est-à-dire que il y a des lycées qui vont chercher les élèves dans d'autres établissements. Voilà. C'est vrai en particulier pour les lycées de Versailles. Je le précise. C'est pas un problème de lycée privé ou lycée public, hein, je le précise. Hein, non, c'est à l'intérieur du même. C'est dans le secondaire, qu'il soit public ou privé, que ce phénomène intervient. C'est assez original, mais je comprends, puisque évidemment l'objectif des établissements, c'est de garder un niveau relativement important d'élèves, parce qu'en fonction de la dotation qu'ils vont avoir. Voilà. Donc on court, non pas aux élèves, mais on court à la dotation. Hein. Ça veut dire que le système n'est pas sain. Il y a un problème, quoi. Hein, c'est tout. Hein. Bien, voilà pour les effectifs scolaires. Les effectifs de centres de loisirs. Nous avons, pour l'élémentaire, 0 enfants en liste d'attente. Nous avons, sur Anatole France, nous avons 113 inscrits pour une capacité de 120. À Ferdinand Buisson, on a 93 inscrits pour une capacité de 120. Et à Paul Bert, 116 inscrits pour une capacité de 120. Hein. Alors, nous arrivons donc à un total d'enfants en liste d'attente, parmi les inscrits évidemment, de 0. Hein. En maternelle, pour la mettre un peu différent, aux Iris, 66 inscrits pour une capacité de 70, au Jacinthe 67 inscrits pour une capacité de 70, au Muguet 72 inscrits pour une capacité de 72, au Myosotis 77 inscrits pour une capacité de 72, on connaît le problème des Myosotis, hein. Là on est obligé de prendre tout le monde, hein. Et en fait avec le turnover au fil des semaines ça pose pas de problème, et au Pâquerettes 77 inscrits pour une capacité de 80. Nous avons au total, et c'est vrai pour les Pâquerettes en particulier, 11 enfants, 10 enfants, 10 ou 11, ça dépend comment on calcule, 10 ou 11 enfants en liste d'attente, mais qui s'explique toujours par la même raison, des parents qui veulent, hein, vous connaissez bien le problème, monsieur Barbier, qui préfèrent être dans une école plutôt que dans une autre.
plutôt dans un accueil de loisirs plutôt que dans une autre, c'est tout. Donc c'est plutôt des raisons que j'appellerais, sans être péjoratif du tout, des raisons de confort familial, disons, j'explique, que des raisons qui tiennent à la capacité d'accueil des accueils de loisirs qui est parfaite, et qui tient en particulier à l'ouverture du nouveau groupe scolaire Anatole France, les Iris. Je tiens à ça. Bien, voilà pour les établissements scolaires. Sur la petite enfance, vous m'avez posé une question également, je crois le savoir. Nous avons, globalement, on vous fera parvenir un tableau également, nous avons sur un total mode d'accueil collectif, on a 295 enfants accueillis. En mode d'accueil collectif, je dis bien. Alors, je cumule établissements municipaux, avec 176, établissements associatifs, 46, et établissements privés, sur lesquels il y a une estimation simplement pour certains établissements sur lesquels on n'a pas la réponse exacte, enfin, on sait à peu près, par exemple pour les optimistes, on sait qu'il y a 40 berceaux, pas de mystère, mais on n'a pas le chiffre officiellement. On a donc un total de 73 pour les établissements privés. Voilà, je ne parle pas des assistantes maternelles, des assistantes parentales qui viennent compléter ce dispositif. Il y a une liste d'attente, c'est évident, mais c'est difficile à évaluer la liste d'attente là. Donc il y a une liste d'attente, on vous fera parvenir le tableau sans problème dans les jours qui viennent. J'ajoute à ça la statistique sur les naissances, qui est toujours important quand on veut faire des évaluations sur la petite enfance, par définition. Nous avons eu en 2021 269 naissances, en 2020 274 naissances, en 2019 286 naissances, en 2018 263 naissances, en 2017 284 naissances, en 2016 294 naissances. Donc vous voyez, là aussi, et c'est logique, enfin c'est logique, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis c'est logique par rapport aux tendances générales, une tendance structurelle à la baisse, ce qui n'est pas une satisfaction en soi, mais enfin on doit tenir compte de cela, pour notre politique dans la petite enfance, qui fait l'objet, je le rappelle, d'un petit atelier participatif, Madame Tilly, il est en train de se préparer, en train de se construire tranquillement. Un atelier, ça se construit. Bon. Je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'il y a eu récemment sur les réseaux sociaux, en particulier sur Entraide entre Chavillois, que chacun connaît, des commentaires qui me paraissent peu admissibles, et je pense que tout le monde sera d'accord pour juger ainsi, sur le fait que des parents, je ne sais pas exactement, je ne vais pas donner de nom par définition, prétendaient que les animateurs volaient de la nourriture à des enfants. Alors, inutile de vous dire que nous vous opposons un démenti formel, d'une part. D'autre part, je trouve que c'est vraiment dénigrer les agents municipaux, et en particulier les dirigeants de centre, de façon totalement inadmissible. Je rappelle que les repas des responsables, des animateurs, directeurs et animateurs des accueils de loisirs ne sont pas les mêmes que les repas servis aux enfants. C'est pas c'est-à-dire sur les mêmes chaises, c'est pas sur les mêmes tables pour les maternelles. Donc c'est stupide. D'autre part, je trouve ça parfaitement inadmissible de dénigrer un personnel dévoué et qui montre en permanence son dévouement. Il l'a montré pendant la crise du Covid et il l'a montré en permanence. On a inauguré récemment Anatole France, les Iris, et il a été particulièrement actif dans le cadre du déménagement, de l'emménagement, etc. Ça a été vraiment... Donc on peut s'appuyer sur les animateurs de très grande qualité. Il
y a des vacataires parfois de temps en temps, enfin, sur l'ensemble, bon, on s'appuie sur les animateurs de grande qualité qui sont véritablement dévoués et qui sont souvent des animateurs fidèles à Chaville, hein, qui connaissent bien la ville, hein, qui connaissent bien les enfants, qui connaissent bien les parents. Et je trouve vraiment dommage, vraiment regrettable qu'il puisse y avoir ce genre d'allégation. Voilà, je tenais à vous le dire, et je pense que tout le monde sera d'accord pour que nous puissions transmettre aux animateurs nos regrets et notre solidarité. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Bon, je vous en remercie. Troisième point sur lequel vous avez posé une question, c'est le point sur les Ukrainiens. Je dois dire que il n'y a pas de changement fondamental. Hein. Chaque conseil municipal, on a déjà fait un point sur le problème de l'accueil des Ukrainiens. Hein. On le fait au conseil municipal et on le fait au CCAS. Hein. Donc, je vous rassure en disant, ne me demandez pas, ce sera fait de toute façon, quoi. Hein, voilà, hein. Alors, les petits problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est simple. Hein. On entre dans une période de renouvellement des autorisations provisoires de séjour. L'administration française est extrêmement rapide. Elle fait bien son travail. Enfin, parfois, de temps en temps, il y a des petits défauts, quoi. Donc, les autorisations provisoires de séjour doivent être renouvelées. Et ça, c'est nécessaire pour le renouvellement de l'allocation pour demandeurs d'asile. Point qui est important parce que pour l'accueil des Ukrainiens, et ça rentre, il rentre le problème de l'accueil à l'épicerie sociale. Hein, les familles ukrainiennes qui bénéficieront ou qui bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile contribueront, comme tous les autres bénéficiaires, à l'achat de leur panier. Je rappelle que c'est 10% de la valeur du panier, hein, donc c'est relativement faible, et il n'y a pas de problème du tout, de façon à ce qu'il n'y ait pas une rupture apparente, si vous voulez, d'égalité entre les allocataires, enfin, les bénéficiaires chavillois, je dirais traditionnels, hein, et puis les réfugiés ukrainiens. Hein, de façon qu'il n'y ait pas de remarques, hein, de la part des bénéficiaires traditionnels, ce qui peut arriver, hein, hélas, comme ça, c'est la vie. Hein. Mais c'est compréhensible dans une certaine mesure. Hein. Donc on a établi un dispositif avec les responsables de la conférence Saint-Paul, de l'épicerie sociale, hein, de façon à ce que les familles ukrainiennes contribuent et en attendant qu'elles aient reçu définitivement leur allocation pour demandeurs d'asile, ce que nous allons vérifier avec le CCAS, hein, il y ait un engagement, si vous voulez, de contribution qui se fasse. Sinon, sur la scolarisation des enfants, il y aurait moins d'élèves ukrainiens inscrits dans les établissements scolaires de Chaville aujourd'hui, hein, qu'au début. Une dizaine d'enfants et jeunes y seraient inscrits au lieu d'une bonne quinzaine avant l'été. Alors pourquoi il y a toujours la gratuité des cantines et du périscolaire, hein, de toute façon, hein, tout comme celle du conservatoire, hein, dans le cadre de GPSO. Pourquoi il y a moins d'enfants? C'est parce qu'il semble que, vous voyez même certains, que quelques familles sont parties. Ils ne sont pas partis en Ukraine, hein, ils sont partis en province. Hein, donc voilà, donc ça joue par définition. L'apprentissage du français se continue. Le logement, il y a des solutions d'hébergement en famille d'accueil qui ne peuvent pas perdurer éternellement, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Donc la question du logement se pose de façon plus sensible. Évidemment, on s'en occupe. Hein. Travail, il y en a. Il y a des Ukrainiennes qui ont désormais des emplois plus ou moins précaires, mais il y a des CDI aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a au moins un CDI récemment, sachant que plusieurs commerçants seraient prêts à embaucher. Le seul problème, c'est la barrière de la langue. Hein, toujours. Donc la nécessité de meilleure contribution, de meilleure appréhension du français. Mais je suis assez confiance aux Ukrainiennes, aux Ukrainiens en général, pour apprendre vite le français. C'est une langue qu'ils apprennent généralement assez vite, malgré la difficulté de celle-ci. Hein.
Les rencontres, la ville met à la disposition de la communauté ukrainienne une salle municipale une fois par mois pour qu'elle puisse se retrouver. Et je le précise d'ailleurs, on a un emploi en CDI. Une Ukrainienne a vu son poste d'assistante de direction transformé de CDD en CDI durant l'été et elle est parvenue à obtenir un logement dans le parc privé, notamment, semble-t-il, grâce à l'aide de sa famille d'accueil. Alors c'est un cas qui est certes unique dans les médias, mais c'est un cas qui est appelé à ne pas être isolé. Je le crois, ça avance bien. Une réunion aussi en mairie, mercredi 21 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours, avec Demain. demain, oui, pardon, oui, on est mardi, c'est vrai, avec les directeurs et élus concernés, ainsi qu'avec les associations caritatives, et la préfecture devra organiser en octobre une réunion sur le sujet avec l'ensemble des villes des Hauts-de-Seine. Je précise que dans notre secteur, nous sommes une des rares communes à s'en occuper directement. La plupart des communes font confiance aux associations. C'est bien, mais il n'y a pas d'engagement direct. Donc je crois qu'il faut le souligner. On est de ce côté-là fidèle à une tradition de solidarité sur laquelle j'insiste souvent, mais qui est réelle. Voilà pour ces précisions et la réponse à vos questions, en sachant qu'on est à votre disposition par définition pour vous donner plus de détails. Par ailleurs, je profite de cette intervention pour vous dire qu'on a évidemment mis au point un plan de réduction, un plan de sobriété énergétique pour les mois qui viennent. On va en avoir besoin. Il faut... le prix de l'énergie va augmenter. Bon, ça reste quoi, bon. Tout le monde en a bien conscience. Il va augmenter dans des proportions non négligeables. Tout le monde en a bien conscience. Ce qu'il faut donc, c'est diminuer les volumes. C'est diminuer la consommation. C'est important. Pour plusieurs raisons. D'abord pour payer moins, mais aussi pour pouvoir faire en sorte que le marché européen de l'électricité comme du gaz soit parfaitement régulé. C'est tout. Bon. C'est à peu près comment ça va se passer. Vous suivez l'actualité. Je suis prêt évidemment à vous donner toutes les précisions si ça vous paraît nécessaire. Mais en tout cas, nous, au niveau de la ville, on a à établir un plan de sobriété énergétique. On sera plus précis lors du conseil municipal d'octobre, qui est dans 20 jours, c'est pas un problème, parce qu'on est en train de mettre tout au point. Simplement quelques indications. On a des courriers de sensibilisation qui ont été adressés aux commerçants pour les enseignes lumineuses, on le sait. Je l'ai évoqué dans l'interview du journal de rentrée. On a créé un livret éco-geste à destination des utilisateurs de bâtiments publics et du parc privé. On adapte la température moyenne de chauffage dans les établissements conformément à la réglementation. On a une consigne de chauffe à 19 degrés pour les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public. Donc on ne dépassera pas 19 degrés. Sachant que, on peut mettre des pulls par définition, mais sachant que dans les bâtiments publics on bouge, donc c'est pas non plus dramatique, faut pas exagérer. On bouge encore plus dans les équipements sportifs. Et là, la température sera limitée à 14-15%. 15 degrés. 14-15 degrés. Sachant qu'effectivement, dans un gymnase, on bouge. Bon, on fait du sport. Je ne parle pas du vélo, monsieur Chenu. Je parle du basket, du volley, du hand. Le football, ça va. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème de température. Une question sur le yoga. Le yoga, effectivement, je comprends. Mais le yoga, c'est pas dans les gymnases, c'est pas un grand gymnase. Le yoga, c'est dans les salles de dojo. Les salles de dojo, ça fait partie des établissements à 19 degrés là. Ouais. C'est comme, alors faut voir avec la MJC d'ailleurs. Mais les salles de danse de la MJC, est-ce que c'est 14 ou est-ce que c'est 19? Moi, je ne suis pas compétent, là, j'avoue, c'est à juger. Pour avoir avec le chef d'établissement,
hein, mais a priori, il y a dans certains cas, quand c'est du yoga, effectivement, je comprends que ce ne soit pas 14. Hein. Bien. Oui, c'est la même température pour les sports comme le yoga. Est-ce que le yoga est un sport? Je ne sais pas. C'est un sport, oui. Oui, Madame Jaï. Pour avoir pratiqué le yoga, en fait, c'est une fausse idée qu'on a froid. Ça donne chaud aussi, le yoga. Hein. Quand vous tenez des positions... Bon, mais c'est adapté. Oui, c'est un effort. C'est un effort. Après, il y a le moment où vous méditez, à ce moment-là, vous mettez votre pull. Ça dure pas longtemps. Mais je suis tout à fait conscient. Donc, c'est adapté. C'est une fausse idée qu'on a froid. Alors maintenant, est-ce que dans les salles où on fait du yoga, 14 degrés est-il supportable? Je ne me rends pas compte. Parce que c'est un sport, oui, mais c'est pas un sport où on bouge beaucoup. Enfin, on n'est pas. C'est pas un sport collectif, c'est pas. C'est-à-dire que c'est quand même très différent du volleyball ou du handball. Quoi. Hein, voilà. Bon, de toute façon, voilà les orientations. Deuxième point, je passe sur les chasses aux radiateurs d'appoint, sur l'extinction des lumières, etc., etc., sur la nomination d'un référent sobriété énergétique dans chaque direction, sur l'annulation du concours des décorations de Noël, hein, Madame Fayet-Baudin, hein, sur l'annulation du concours des décorations de Noël, qui me paraît totalement inopportun dans les circonstances actuelles, hein, je pense que tout le monde le comprendra, sur la modification des horaires du conseil municipal et autres réunions tardives lorsque ça sera possible. Je crois qu'il faut partir du principe que on peut faire des réunions du conseil municipal plus tôt. Hein, c'est tout, c'est plus simple que ça. Hein. Alors je comprends que ça puisse poser des problèmes à ceux de nos collègues qui ont une activité professionnelle intense. Mais les employeurs eux-mêmes doivent se poser la question, est-ce que la durée, la journée du travail ne doit pas être adaptée en fonction des objectifs de sobriété énergétique, hein, voilà, je le précise. Voilà. Donc on va voir, on va adapter. Enfin, je préfère vous prévenir tout de suite de cela. Ensuite, l'éclairage public. Alors, en lien avec GPSO, on doit prendre une décision la semaine prochaine à GPSO sur l'éclairage public et sur l'éclairage de Noël, sachant qu'on se dirige évidemment sur une extinction de l'éclairage public partiel ou en totalité, on va voir comment on fait. On a des petits problèmes de réseau, en fait, pour ne rien vous cacher. Sur l'éclairage de Noël, par définition, les illuminations de Noël, il sera symbolique, purement symbolique. Hein. On supprime les grosses illuminations et on reste simplement sur un niveau symbolique pour ces illuminations. Je précise que on a un problème, ça touche évidemment les communes limitrophes de Paris, c'est que, semble-t-il, Paris a décidé de ne pas s'éteindre. Alors moi, je ne suis pas compétent pour avoir des relations avec la mairie de Paris, hein, mais Paris a décidé de ne pas s'éteindre. Alors évidemment, ça pose un sujet délicat. On va voir, on va traiter ça. Hein. Mais je comprends aussi le problème, je comprends, je suis parfaitement conscient. Hein. Oui, madame. Je voulais dire par rapport à l'annulation du concours décoration de Noël, effectivement, on a décidé de l'annuler cette année, mais de réfléchir pour les années suivantes, où finalement la question de la sobriété énergétique, elle doit se voir dans la durée et pas seulement juste cette année, de changer le règlement, mais on n'a pas le temps de le faire dans le laps de temps, de telle sorte qu'il y a un concours de décoration, mais qui ne soit pas forcément énergivore, et qu'on puisse le faire avec des choses naturelles, du houx, des branchages, enfin des choses comme ça. Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. C'est que la crise actuelle doit permettre la modification des comportements. Hein, ça, c'est important. Hein, on ne fait pas de la sobriété énergétique accidentelle. Hein. On va rentrer dans une logique, dans le temps de sobriété énergétique, sans être pour autant tombé dans la folie douce. Hein, faut pas exagérer, mais c'est évidemment totalement indispensable si on veut cumuler les impératifs d'économie et les impératifs de lutte contre le changement climatique. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc là, merci de cette précision. Bien,
je passe au reste de l'ordre du jour. Le premier point qui a été étudié en commission, la majoration de la cotisation due au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. J'ai écouté... elle est où, Annie? Ah, elle est absente, pardon, je vais rapporter. Je ne savais pas qu'elle était... j'ai écouté, sans être là, mais j'ai entendu en tout cas, j'ai entendu ce qui s'est dit en commission, c'est dit par ailleurs, au départ, on avait imaginé qu'on pourrait majorer la cotisation due au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 40%. Il se trouve que les communes voisines font plutôt 50%. J'ai compris que un certain nombre d'entre vous souhaitaient aller jusqu'à 60%, ce qui est le maximum. Hein. Donc je suggère qu'on délibère sur la base de 50% de façon à avoir le même taux que celui qui va être délibéré à Sèvres, hein, de façon à ne pas faire de distinction entre les deux communes. Au départ, je pensais que Sèvres délibérait à 30%. C'était ça le point de départ. Donc évidemment, 40, on était au-dessus. Mais si on est uniforme, avec, disons, une sociologie sensiblement identique, hein, peu de choses près, je pense que ça a une certaine logique. Hein. Voilà, donc j'insiste pas sur les raisons de cette délibération et de cette fixation, sachant que vous avez les simulations dans le projet de délibération. À 50%, la commune percevra un produit supplémentaire de 215 661 €. C'est pas gigantesque, hein, mais au total, le produit de la taxe d'habitation supplémentaire de 2023 avec majoration sera de 646 984, ce qui n'est pas négligeable, mais inutile de le dire, pour le budget municipal qui va être par définition très serré pour 2023. Vous vous en doutez. Est-ce qu'il y a des observations, des interventions sur ce point? Monsieur Besançon. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, la façon dont vous présentez la délibération est un peu gênante. Vous avez entendu votre premier argument, uniformité du taux par rapport à Sèvres. On ne vote pas des impôts pour se mettre en conformité avec la ville voisine. Je pense qu'il faut quand même se rappeler à quoi sert l'impôt. Je veux dire, c'est quand même la base. Parce que c'est de ça dont on parle. On parle quand même d'une augmentation d'impôts. Alors, c'est pas l'impôt foncier des particuliers résidences principales, c'est pas la taxe d'habitation puisque c'est exclu, c'est la taxe d'habitation effectivement d'une certaine population qui peut représenter quasiment peut-être 10% des Chavillois, puisque ça peut représenter 700 logements sur 8000, donc c'est pas neutre, ça peut toucher 8-10% des Chavillois propriétaires. C'est une hausse d'impôts. De la même façon que lorsque on parle d'augmentation tarifaire des services municipaux, c'est une augmentation d'impôts. Très bien. Donc, ce que l'on attend quand on vote une augmentation d'impôts, c'est de regarder à quoi ça sert et ça finance quoi. Voilà. Et c'est ça qui est gênant, c'est que là, on est hors contexte budgétaire, on est hors débat d'orientation budgétaire, et c'est pas mince parce qu'on joue effectivement 215 000. Si on avait, je dirais, l'économie, enfin, si on avait un peu la compréhension du budget, peut-être même qu'on dirait que c'est pas suffisant, peut-être même qu'il faut pousser à 60%. En fait, on n'en sait rien. Au stade où on parle et au moment où on va voter, on ne sait pas s'il faut 248 000 € ou si on aurait pu se contenter de 43 000 €. En tous les cas, nous, en tant que conseillers municipaux, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de dire, là, on a effectivement un besoin de ressources impérieux, et donc, il faut y aller, 40, 50, 60% de taux sur cette délibération. C'est quand même un peu gênant. Alors, on dit, oui, mais parce que, effectivement, il y a une urgence, il faut s'il faut prendre la décision, il faut la prendre maintenant. En tout cas de cause, c'est quand même un peu gênant.
Alors après, on peut dire, oui, mais on est là pour anticiper, tant pis, on n'a pas toute la vision sur le budget, il faut anticiper ce que vous évoquez, les problèmes du coût énergétique. Alors oui, on sait qu'on a ce mur, probablement, de la facture énergétique. Mais il y a des choix à faire. On le subira, ce mur. Hein. On ne va pas choisir de payer ou de ne pas payer l'énergie. Mais il y a des choix à faire pour le budget 2023. Il y a des choix à faire, par exemple, sur le budget d'investissement. Je ne refais pas le débat du budget primitif de février ou mars, mais vous avez fait voter des budgets d'investissement colossaux, hein, de 6, 8 millions sur, effectivement, Manérol, mais je ne m'étends pas. Voilà, donc il y a des choix. Donc je conclus simplement pour dire que c'est compliqué aujourd'hui de se dire on fait une hausse d'impôts. Voilà, on va augmenter les recettes fiscales de 240, 250 000 euros. En fait, on ne sait pas si c'est assez, si c'est trop, et en tous les cas, ça renvoie à un véritable débat sur les dépenses énergétiques, d'investissement, de charges, sur toute autre chose. Voilà, c'est évidemment compliqué de voter ça à ce moment-là, sans avoir la perspective financière. Monsieur Besançon, j'entends bien vos arguments. Mais c'est la loi qui nous oblige à délibérer avant le 1er octobre. Il est bien évident qu'à la date qu'il est, le budget est difficile à dresser. Hein, vous le savez très bien, vous en avez bien conscience. Que le budget 2023 soit probablement un peu contraint, ça, je pense que ça étonnera personne, on verra, hein, d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que cette taxe d'habitation sur la résidence secondaire, elle existe quoi qu'il arrive, quel que soit le taux. Le taux minimum, c'est 7%. Hein. Elle existe quel que soit le taux. C'est-à-dire que les résidents secondaires sont amenés à être assujettis à la taxe d'habitation qui aura disparu pour l'ensemble des Chavillois par ailleurs, hein, l'ensemble des Français par ailleurs, sauf pour les résidences secondaires. C'est-à-dire que le produit de des résidences secondaires, il existe quoi qu'il arrive. Donc cette augmentation qui existe de 50% correspond exclusivement à des résidences qui sont occupées par les propriétaires. Par les propriétaires qui ont une résidence ailleurs et qui payent des impôts ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a un phénomène d'optimisation fiscale dans ce contexte, en définitive qui justifie qu'il y ait une augmentation relativement importante sur le papier, mais qui aboutit, vous l'avez constaté, à un peu plus de 200 000 euros par rapport aux produits que nous aurions eu quoi qu'il arrive. Hein. Donc je ne pense pas que ça pose de problème majeur. Alors que nous étudions très précisément le budget, et en particulier les conséquences de la crise énergétique, rassurez-vous, nous le faisons. Inutile de vous dire que j'y suis le premier sensible, mais je ne suis pas le seul. Hein. J'y suis le premier sensible et j'y veille quasiment quotidiennement. Mais ça, c'est l'élaboration du budget. On verra ça par définition dans les semaines qui viennent, et pas tout de suite, et en particulier au moment des orientations budgétaires. Vous me dites qu'il faudrait les orientations budgétaires en même temps que ça. Bon, écoutez, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pourrions pas fixer de taux avant le 1er octobre 2023. Hein. Donc ça me paraît regrettable. Alors sorti de là, maintenant, pour ce qui est du taux, je pense que l'harmonisation avec Sèvres, qui sont des communes très voisines, avec des populations qui sont très proches également, me paraît assez cohérente. Si on s'apercevait en cours d'année que on a fait, pour une raison ou une autre, hein, une mauvaise évaluation du problème, nous avons la possibilité, justement, la date du 1er octobre 2023, qui demeure valable, de modifier nos dispositifs si c'est souhaitable. Hein, et on verra à ce moment-là, vous nous direz d'ailleurs à ce moment-là quelle est votre opinion. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non? On peut passer au vote. Alors, avis contraire. On n'a pas, abstention. Alors, 3 abstentions. Adopté. Je vous remercie. Modification des statuts de Grand Paris Seine-Ouest. Il s'agit, en tout et pour tout, de permettre au territoire d'intervenir sur le patrimoine du département. Il se trouve que
il faut que, pour cela, la compétence très précise, le fait qu'il puisse recevoir une délégation de compétences, soit indiqué dans les statuts de l'établissement public territorial. Et ça lui permettra, dans ces conditions, de pouvoir intervenir éventuellement, comme il le fait déjà par convention. Mais il faut que ces conventions s'appuient sur des statuts qui soient juridiquement solides. Et c'est pour ça qu'on fait cette modification. Intervenir éventuellement sur le domaine du département, c'est le cas pour départemental, tout simplement. Et il arrive souvent que les services de GPSO interviennent sur les boîtes départementales. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? On peut passer au vote? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, élection d'un conseiller territorial. Comme vous l'avez compris, notre collègue, qui malheureusement ne peut pas être présent, pour la même raison que celle qui démissionne, hein, je n'insiste pas là-dessus par définition, notre collègue du Barry de la Salle a démissionné, a envoyé sa démission au président du territoire, qui m'a transmis cette démission. J'en avais évidemment connaissance, hein, ça va de soi. Et je remercie Pierre du Barry de la Salle de tout le travail qu'il a pu accomplir au cours de ces derniers mois, hein, au cours des 2 années. Hein. Mais il ne peut pas continuer, il ne peut pas poursuivre, et je le comprends très bien, et je lui rends grâce de sa décision de démissionner parce qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre sa fonction. Donc, notre collègue Luc Montvarin le remplacerait, et je propose sa candidature aux fonctions de conseiller territorial pour épauler Madame Tilly et Monsieur Besse et moi-même, qui ne suis pas élu par le conseil municipal, hein, je le rappelle. Hein. Je suis élu au suffrage universel en tant que conseiller métropolitain, ce qui fait que je suis conseiller territorial. Ce système est totalement idiot, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. J'espère qu'il changera dans les mois, au pire dans les années qui viennent. J'ai cru comprendre que M. Besançon était également candidat. Vous confirmez votre candidature, M. Besançon? Oui. Donc nous allons procéder au vote. Je pense qu'il est souhaitable que nous procédions dans les formes, c'est-à-dire par scrutin secret. Hein, je ne pense pas qu'il y ait de problème, à moins que l'unanimité se fasse tout de suite sur un scrutin public. Mais je pense qu'il est préférable de faire un scrutin secret. Hein, non? Oui, en principe, il n'y a pas de débat, hein, une déclaration de candidature. Mais je vous accorde la parole, sans problème. Hein. Je sais ce que vous allez dire, c'est pas grave. C'est vrai? Oui. Allez. Non. Je vous laisse parler. Non, je sais pas ce que vous pouvez deviner. Je suis très courtois, vous savez. Il faut... Pardon, je suis Ah oui, parce qu'on vous entend très mal. Oui, je suis un peu loin. Ouais. Non, mais vous savez pourquoi on vote. On est à cette étape parce que la loi NOTRe nous l'impose. Et que précédemment, les conseillers municipaux élus au conseil municipal étaient fléchés un peu automatiquement vers l'agglomération. Voilà. Donc ce n'est plus le cas. Et effectivement, dorénavant, c'est la majorité qui décide, effectivement, enfin voilà, le conseil municipal qui doit élire effectivement ses représentants. Donc il n'y a plus de fléchage, et donc il n'y a plus de garantie à ce qu'il y ait une représentativité, je dirais, au territoire égale à celle du conseil municipal. Voilà, donc c'est comme ça que, effectivement, la plupart des villes de GPSO n'ont pas de représentants de leur opposition dans cette assemblée territoriale. Voilà, donc c'est ça le fait déclencheur, c'est la loi NOTRe. Alors après, on a le choix. Enfin, vous avez le choix, puisque vous êtes quand même la très forte majorité ici dans cette assemblée municipale. Soit on a le choix d'être unicolore et effectivement de ne représenter que la majorité au territoire, ou on a le choix effectivement d'injecter un petit peu de représentativité. Moi, j'ai cru entendre dans vos propos précédents votre envie d'être participatif, de faire une politique participative. Et quand on vous rappelle ça, vous l'avez d'ailleurs répliqué
au conseil municipal, le premier conseil municipal de juillet 2020, vous avez dit oui, oui, on est pour les politiques participatives, mais surtout citoyennes. Hein, voilà ce que vous aviez dit. Donc sous-entendu, bon, les élus, c'est bien, mais enfin, ça va, ils participent assez comme ça. Bon, moi je réitère que si on est cohérent dans sa politique participative, on fait effectivement participer les citoyens et on fait participer complètement, effectivement, les conseillers municipaux. Au mandat précédent, c'est pas nouveau, hein, la loi NOTRe, elle s'impose déjà depuis le mandat d'avant, enfin en tous les cas quand il y a eu la création du territoire. Et si on n'avait pas été élu effectivement comme conseillers territoriaux, le président Baguet nous avait quand même octroyé de mémoire deux postes de commissaires, je crois que c'était commissaire exceptionnel, entre guillemets, ont participé aux commissions de GPSO, sans indemnité, hein, je vous rassure, sans droit de vote. Mais c'est intéressant parce que ça permet là aussi, d'avoir une vie participative. Vous aviez dit que vous étudieriez la question. Bon, bah, je pense que ça fait 2 ans, je pense maintenant que vous l'avez étudiée. On n'y est pas, on n'est pas dans ces commissions, et c'est regrettable. Et je donnerai un seul exemple. Quand j'étais à l'époque conseiller territorial, ça n'a pas duré longtemps à GPSO, ça a dû durer 1 an ou 2, et précédemment à Arc-de-Seine, je vais vous dire une chose. Par exemple, on avait, en tant que commissaire, je me souviens très bien, par exemple, un tableau de tous les investissements de voirie sur les rues par ville. Voilà. Et donc, à Chaville, on savait comment étaient exactement ventilés les, je ne sais plus si c'était 600 000 euros ou 1 million d'euros d'investissement sur la voirie. On savait que c'était telle et telle rue qui était fléchée, etc. Ça fait 2 ans qu'on est dans ce conseil municipal. On n'a jamais eu aucun compte-rendu, typiquement, sur où étaient fléchés les investissements de voirie sur GPSO sur notre ville. Typiquement, voilà. Donc c'est des choses qui, si c'est partagé, si on a accès à cette information, je pense que ça fait progresser le débat. Voilà. Hein, et quand on était dans l'opposition à l'époque d'Arc-de-Seine, le peu de temps sur GPSO, ça n'a jamais posé de problème. Je pense qu'on est toujours plus fort collectivement quand on fait participer les assemblées, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient élues. On est plus fort et on a une vitrine qui est toujours, je pense, plus moderne. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Merci. D'où ma candidature. Voilà, oui, j'ai compris. Merci, M. Besançon. Vous rappelez la loi NOTRe. Oui, je ne l'ai pas votée pour la loi NOTRe, hein, donc je me sens pas coupable. Hein. À l'époque, je pouvais la voter, donc, ou ne pas la voter. La loi NOTRe, elle nous a embarrassés sur un point. Jusqu'à 2016, je le rappelle, vous l'avez induit dans votre propos, il y avait une surreprésentation au conseil territorial, au conseil communautaire, plus exactement, c'est une communauté d'agglomération, c'est pas encore un territoire. Il y avait une surreprésentation de ce qu'on appelle les petites communes par rapport aux grosses. Les grosses, c'est quoi? Boulogne, Issy-les-Moulineaux. Hein. Donc on avait une surreprésentation des autres, et en particulier de Chaville, qui avait sur un total identique à celui d'aujourd'hui 6 représentants, alors qu'aujourd'hui, on n'en a plus que 3 plus 1. Hein, et 6 représentants. Et donc, ça change tout. Parce que l'objectif que nous visons, et en particulier pour la ville, c'est évidemment la meilleure efficacité possible. Ça va de soi. Si M. Dubarry de la Salle est appelé à démissionner, c'est justement parce qu'il ne pouvait pas assumer, et je lui en suis reconnaissante de cette décision, ne pouvait pas assumer avec efficacité son mandat de conseiller territorial dans les conditions actuelles. Voilà, une raison personnelle sur laquelle je n'ai pas à m'étendre. Mais, en l'occurrence, assumer, c'est participer à un certain nombre de réunions, etc. Je ne dis pas que vous ne participeriez pas à toutes ces réunions, mais à partir du moment où ces réunions, y compris celles de commission, mais qui ne sont pas simplement celles de commission, sont des prolongements du travail de la municipalité, et donc des majorités municipales, c'est logique, effectivement, que le problème se pose de la représentation de l'opposition au sein de notre conseil municipal, j'entends par là, parce que nous avons une faiblesse de sièges. Il y a trop de sièges. L'opposition, elle est représentée à Boulogne. Elle est représentée ici à Issy-les-Moulineaux sans problème, parce qu'ils ont suffisamment de sièges. Mais quand on n'a que 3 sièges, 3 plus 1, hein,
Je ne m'oublie pas, rassurez-vous. Quand on n'a que 3 sièges, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Sorti de là, vous avez évoqué le fait que les conseillers municipaux, de quelque tendance que ce soit, hein, c'est pas un problème politique là, hein, dépassons un petit peu, essayons de transcender un peu la politique, les conseillers municipaux de quelque tendance qu'ils soient, pouvaient participer aux commissions. C'est toujours le cas s'ils le souhaitent. Je tiens à vous le dire, monsieur Besançon. C'est toujours le cas. C'était le cas au précédent mandat, où vous participiez à la commission, si je me souviens bien, culture-sport. C'est bien ça, hein? Pas la commission voirie, la commission culture-sport. Oui. Mais, je vous le dis, non mais je vous dis, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Premièrement. Deuxièmement, alors je suis tout à fait d'accord, et M. Buisson m'approuvera certainement, il dit, on peut très bien examiner en commission le programme de voirie déterminé avec GPSO. Alors là, aucun problème. Ça, vraiment, ça me paraît tout à fait légitime. Hein. Donc, je vous le concède volontiers. Je vais lui en parler. Je vais lui en parler. Courrier, il n'y a pas besoin de courrier. C'est une question de règlement intérieur. Vous vérifierez, vous verrez. Bien. Pas d'autres candidatures? Donc pas d'autres déclarations. Vous êtes candidat, monsieur Barbier? Non? Je voulais déclarer que je n'étais pas candidat, monsieur le maire. C'était juste pour signaler que je n'étais pas très convaincu par votre démonstration de la représentativité de la majorité d'une municipalité dans une communauté d'agglomération. Vous rappelez qu'en 2008, vous aviez nommé un membre de l'opposition, à l'époque où on pouvait encore nommer les membres, qui était Hubert Panissal à l'époque. Manifestement, vous êtes très reconnaissant. J'ai jamais nommé personne, c'est les élections. Donc je pense que d'être représenté un quart des 4 postes de conseiller territorial à l'agglo, ce n'est pas exagéré puisqu'on représente à peu près 22% des conseillers municipaux ici. Oui, oui, écoutez. Bien, il n'y a pas d'autres candidatures? Bien, alors on passe au vote, au scrutin secret. Vous avez des bulletins sous les yeux et Michel va passer dans les rangs pour recueillir les bulletins. Madame, demandez à Madame Fournier et Madame Mesadieu. Hein? Des procurations, mais il faut d'autres. Oui, procuration, oui. On va faire l'appel. Hein. Madame Fournier, vous procédez à l'appel au fur et à mesure. Alors, Michel, on procède par appel nominal. Hein. Ça fait des déplacements. Hein. Monsieur Jean-Jacques Guillet. Voilà. Monsieur Hervé Lièvre. Madame Armelty. Monsieur David Ernest. Madame Doriana Chevrier. Je propose que Madame Mesadieu et Madame... Alors, Madame Mesadieu pour Monsieur Besse. Et Madame Couteau fasse... Et Madame Mesadieu. Le secrétariat du dépouillement, là, Monsieur Bisson. Faut équilibrer, quoi. Madame Isabelle Chaillet-Mauvarin. Monsieur Panissal. Madame Bérangère Levavasseur. Ouais. Monsieur Tardieu. Pour moi, Madame Fournier. Monsieur Toupel. Alors, Monsieur Guillet pour Madame Ray. Ah bah oui, mais j'ai pas de... On a une deuxième. Pour Michel. Je vais avoir un pouvoir, mais j'aurais pas. Alors, attendez, faut pas que je me trompe. Ce serait bête. Alors, Madame Ray, hein, vote.
Madame Savary. Monsieur Luc Mauvarin pour Monsieur Dubarry de la Salle. Monsieur Chenu. Monsieur Mauvarin. Madame d'Horizon. Madame Tilly pour Monsieur Walid Fegali. C'est un jeu. Monsieur Girondeau. Madame Pradé. Madame Lallemand. Monsieur Antonio. Madame Nicodème Saradjian. Madame Schweitzer. Madame Couteau. Monsieur Besançon pour Madame Fresco. Monsieur Besançon pour lui-même. Madame Coste. Monsieur Barbier. Oui, je vous appelle pour longtemps. Comme vous voulez. Vous avez eu quelqu'un? Monsieur Turini. Monsieur Barbier pour Madame Ackermann. Et Madame Couteau pour Monsieur Denuy. Je sais pas. David me dit que je sais pas ce qu'il Désigné. Il y a Madame Couteau et... Qui tu as désigné comme scrutateur? Madame Couteau Et Madame Mesadieu. et Madame Desadieux. Bien. Ça suffit. On suspend la séance 3 minutes, vu l'importance de ce scrutin et le suspense. Hein? Suspense, quoi.
Résultat du scrutin, ont recueilli Luc Mauvarin 26 voix, Thierry Besançon 9 voix. Donc Luc Mauvarin est élu conseiller territorial. J'apporte toutes mes félicitations. Alors, délibération suivante. Attribution d'une subvention communale à la section de l'AGEC Scrabble, Monsieur Panissal. Il est où, Monsieur Panissal? Il est là. Alors, il s'agit d'une demande de la section AGEC Scrabble qui nous demande une subvention exceptionnelle de 500 € dans le cadre de frais engagés pour le déplacement d'une équipe au championnat de France à Arles cet été. Et cette équipe a fini vice-championne de France en 3e division. C'est une subvention pour leur permettre de participer un peu plus à leurs frais de déplacement. Merci, Monsieur Panissal. Des observations? Non. Intervention? Pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Je vous remercie. Adhésion au CIGEF de la communauté d'agglomération Val-Parisis et de la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des Trois-Forêts au titre de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques. J'ai tout dit. Voilà. Donc, nous avons approuvé cette adhésion. Est-ce qu'il y a des observations? Des questions? Non. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Adhésion au CIFUREP des communes de Fleury-Mérogis et de Sèvres, aux compétences services extérieurs des pompes funèbres et crématorium et sites cinéraires. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Attribution d'une subvention communale à l'association Environnement Fausse Repose, Madame d'Horizon. Donc il s'agit d'une subvention pour l'association Environnement Fausse Repose. La ville s'implique dans la lutte contre la pollution lumineuse et pour mettre en place la trame noire, c'est-à-dire des continuités écologiques nocturnes. Donc si en 2018, avant le premier confinement, un sondage de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, donc l'ANPCEN et Opinionway, indiquait que 79% des Français étaient pour l'extinction lumineuse. Certains se posent encore aujourd'hui des questions. Donc la commune, la ville, avant d'agir dans ce sens, pense qu'il est pertinent de sensibiliser, d'informer sur le sujet. Donc c'est pourquoi la ville organise au niveau local l'événement national, la fête du jour de la nuit. Et donc plusieurs manifestations sont prévues dans ce cadre, donc les 8, 15 et 19 octobre, avec les partenaires concernés. Donc l'objectif est de démontrer l'impact et les bienfaits positifs de la trame noire sur la préservation de la biodiversité, sur la santé des humains, les économies d'énergie, on en a parlé tout à l'heure, et sur notre empreinte carbone. Donc l'association Environnement Fausse Repose, très impliquée, comme on le sait, dans la préservation de la forêt, a proposé une intervention théâtrale sur le sujet de la trame noire et qui nécessite une subvention que je vous invite à voter. Merci, Madame d'Horizon. Je suppose qu'il n'y a pas d'avis contraire à cette délibération. On sera d'accord. Pas d'abstention. Adopté. Lancement d'un marché relatif aux travaux d'aménagement, création, entretien, grosse réparation, dépannage, tout corps d'État. C'est un marché dit TCE, donc M. Panissal. Ah, ça y est. Alors, il s'agit du lancement d'un marché relatif aux travaux d'aménagement, comme vous l'avez dit, monsieur le maire. Alors, ce marché est alloti jusqu'à présent en 9 lots, et certains de ces lots atteignent leur terme, devraient attendre leur terme en juillet 23, mais ils atteignent leur terme avant. Donc, il faut réviser ce marché, et ce marché, il va être alloti maintenant en 11 lots au lieu de 9. On a rajouté un lot qui s'appelle démolition, désamiantage, déplombage du RD, et un autre lot, ravalement,
isolation extérieure, ITE, et bardage. Voilà. Et le lot numéro 3, qui concerne l'étanchéité, la couverture et la charpente, est traité en prix mixte, c'est-à-dire il y a un prix forfaitaire et une part à bon de commande. Voilà. Donc Merci, Monsieur Panissal. Il n'y a pas d'observation, Monsieur Turini. Un, deux. Monsieur le maire, laissez-moi tout d'abord déjà vous présenter mes plus plates excuses pour mon intervention suite à votre introduction l'autre jour. Certains conseillers m'ont fait remarquer que j'avais été désobligeant eu égard à vos soucis de voix, donc je m'en excuse platement, c'était absolument pas mon propos, sachez-le. Monsieur Turini, pas du tout, je vous rassure à vous. Je craignais simplement que vous ayez un problème d'audition. Non. Sachez, monsieur le maire, que vous êtes parfaitement audible. Vous n'êtes pas toujours compréhensible, voilà, mais parfaitement audible. Donc, c'est réparé. Je m'en excuse. Chers collègues, les montants qui sont indiqués dans ce marché relatif aux travaux d'aménagement nous ont surpris. Lorsqu'on s'est penché sur cette délibération, on a constaté des montants importants pour ce qui relève de travaux, vous le savez, essentiellement de travaux de maintenance. Et donc on a eu la curiosité d'aller retrouver la délibération du 25 juin 2019, la précédente, qui a été votée à l'époque pour le contrat de 4 années. Et là, on a été surpris de constater qu'aujourd'hui, les montants que vous nous soumettez sont 3,5 fois supérieurs aux précédents. Donc le conseil municipal avait voté à l'époque un montant total de 4,52 millions d'euros. Et là, si on fait le total, si je ne me trompe pas, on se situe à plus de 16 millions d'euros. Exemple, la maçonnerie passe de 800 à 2 millions d'euros, le ravalement, 800 à 3 millions d'euros, la plomberie, 320 à 1,6 million, et la démolition, par exemple, n'était pas présente dans le précédent contrat visiblement et se situe d'ores et déjà à 4 millions d'euros. Alors, la question, vous la voyez venir évidemment, c'est comment expliquer une telle envolée de ces montants plafonds. Alors oui, l'inflation est ce qu'elle est, on a bien conscience aujourd'hui de l'envolée du prix notamment d'un certain nombre de matériaux et de matières premières. À dire d'experts, un doublement des plafonds aurait pu se justifier au regard du contexte actuel, mais un triplement, pas nécessairement. Il faut, je pense, rappeler à tous ici qu'on est bien dans une logique d'entretien de carreaux cassés, de changement d'ampoule, de travaux de peinture ou autres changements de moquette, et donc on s'étonne effectivement de tels plafonds qui, pour certains, par exemple, pourraient expliquer à eux seuls, ou en tout cas justifier la démolition d'un centre technique municipal, par exemple. Donc on voulait avoir un peu plus d'explications sur pourquoi une telle augmentation. Vous voulez répondre, M. Panissal ? Peut-être passer la parole à M. Prampard, s'il souhaite. En fait, il ne s'agit pas de travaux d'entretien seulement, ce sont des travaux d'aménagement. Vous citez le lot numéro 1, des démolitions. Démolition, c'est pas de l'entretien. Ce sont des travaux importants. Ravalement, ce sont des travaux aussi importants. C'est pas que de l'entretien, c'est pas que de changer des lampes ou de mettre un petit coup de peinture ou de changer de la moquette. Et ces travaux, ces montants sont effectivement un petit peu à la hausse parce que justement, il y a actuellement des tranches qui arrivent à échéance là où il n'y a plus de budget alors qu'on a encore, on devrait tenir jusqu'au mois de juillet. On a encore 8 mois et il n'y a plus de budget sur ce qui avait été voté précédemment. Je ne me trompe pas. C'est pas des montants obligatoires à la dépense. Non, c'est pas obligé de les dépenser. On ne sera pas obligé de les dépenser. Bien, merci, M. Panissal. D'abord, ce sont des montants plafonds totalement indicatifs, par définition, ça va de soi. C'était le cas précédemment, c'est le cas aujourd'hui. Je crois qu'il est préférable aujourd'hui d'être, d'anticiper sur d'éventuels problèmes. Deuxièmement, je vous rassure, en ce qui concerne
les travaux tout corps d'État, on fait appel de moins en moins aux entreprises. On a besoin de ce marché, hein, au cas où, et on fait appel de moins en moins aux entreprises. Lorsque, lors de l'inauguration d'Anatole France Les Iris, où vous étiez pour la plupart d'entre vous, j'ai remercié les services techniques et en particulier l'équipe de la maîtrise d'œuvre qui est en permanence sur le terrain, c'est bien parce que les travaux sont de plus en plus faits en régie. Donc on fait appel relativement peu aux entreprises. Mais on a besoin d'une certaine latitude en ce moment par rapport à une évolution du prix qui est particulièrement importante. Voilà, c'est tout. Hein, c'est pas pour ça que ça va augmenter le nombre de travaux faits avec, en entreprise. Loin de là. Loin de là. Je peux rajouter quelque chose, monsieur le maire? Oui, je t'en prie. Christian Prampard vient de me faire passer un petit mot. Donc, non, mais comme ça, vous serez bien informés. L'urgence actuelle, c'est une toiture qui s'écroule, panne électrique, la mise en conformité réglementaire, il y a des bâtiments qui doivent être mis en conformité, l'entretien courant des installations et la mise en œuvre du politique publique en matière de grosses réparations. Il y a de grosses réparations à faire. Je pense qu'il y en aura peut-être de grosses affaires ici, d'ailleurs, à la mairie. Surtout en matière d'économie d'énergie, je crois savoir que la mairie, de gros travaux. Bien, merci, M. Panissa. Il y a d'autres questions, Mme Couteau? Si, ça y est. En lisant, on se posait la question quand on parle de démolition, désamiantage, etc., est-ce que c'est pas plutôt un budget, par exemple, investissement? Enfin, le fait d'être classé dans l'entretien, effectivement, moi, ça m'a surpris, évidemment, avec l'augmentation, le triplement du prix, mais aussi, j'arrivais pas trop à voir ce qu'il y avait derrière comme type de travaux. Je vois bien l'entretien, mais ce genre de travaux, ça me semblerait peut-être faire partie d'un budget investissement. Donc voilà, c'est la question. Quand on fait appel à une entreprise dans le cadre de ce marché, qui est un marché TCE à bon de commande, ça rentre dans le budget investissement. Pas de problème de ce côté-là. Hein, et ça me paraît évident. C'est pas du. Hein, ça n'est pas que de l'entretien. Il y a de l'aménagement, il y a... Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Barbier. Oui, juste une demande de précision, vous savez que je suis très curieux. Quels sont les lots qui étaient arrivés au maximum, au plafond, justement? Voilà. Électricité, peinture. Mettez le micro. Électricité, peinture, maçonnerie. On est arrivé au maximum? Oui. Au plafond, hein. Oui. Ouais. Donc si on a un gros pépin électrique, il faut faire... Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette délibération, hein, franchement. Ça a été voté il y a 4 ans, ce marché. Donc c'est au bout de 3 ans et demi, on a tout dépensé. Voilà. Relativement banal. Hein. Monsieur Turini avait demandé la parole. Je coupe. Si j'y arrive. Oui, Monsieur Panissal a de l'expérience. Il faut quand même être bien clair et transparent vis-à-vis des conseillers qui en ont moins que vous sur le sujet. Alors bon, vous qualifiez cette augmentation de petite augmentation, vous dites ça augmente un petit peu, je laisse après chacun juger de la nuance du petit peu, de passer de 4,5 à 16,6 millions d'euros, enfin on parle de plus de 16 millions d'euros.
Pas Oui, pour un but. mais c'est pas... Non, mais on parle de plafond de 16 millions d'euros. Vous dites oui, bien sûr, on ne va pas engager nécessairement pour 16 millions d'euros. Mais en fait, vous pouvez le faire. D'accord? Donc c'est quand même ça le fait. Alors vous le faites pourquoi finalement? La question se pose aujourd'hui. Il faut quand même bien comprendre que si vous le faites en dehors des procédures classiques d'appel d'offres marché public. Voilà. Donc vous aurez le choix d'appuyer sur le bouton à un moment donné pour des montants tels que ceux-ci, en dehors de toute délibération et de toute discussion en conseil municipal ou en commission d'appel d'offres. Il faut l'assumer, mais il faut le dire, je pense publiquement aussi, il faut que les citoyens le sachent aujourd'hui. On vous donne les clés du camion à hauteur de 16 millions d'euros pour des dépenses qui ne seront pas débattues, délibérées. Et vous le dites vous-même, Monsieur Panissal, il ne s'agit pas visiblement que de petits entretiens, il s'agit de dépenses importantes, vous l'avez dit, d'aménagement, et donc potentiellement aussi de choix politiques aussi sur les aménagements à faire. Bon, on n'aura pas ces discussions en conseil, puisque vous aurez tout le loisir d'engager tout ça. Ce qu'on espère juste, évidemment, c'est que tout ça n'a pas vocation à fuir une nouvelle fois le débat public, et on espère surtout que ça n'a pas vocation à masquer certaines dérives de gestion. Quand on prend un Atoll France qui passe de 6 à 12 millions, ben finalement, avec des montants plafonds comme ça, on n'en discute jamais, et on empile les factures jusqu'à doubler aujourd'hui le prix du chantier. Donc vraiment, je pense qu'il faut être transparent vis-à-vis des gens qui nous regardent. Arrêtez avec les dérives de gestion. Il n'y a pas de dérive de gestion, c'est le moins qu'on puisse dire dans la ville. C'est vraiment, personne ne nous a jamais reproché une dérive de gestion. Au contraire. Quand vous passez de 6 millions à 12 millions d'euros, Monsieur le maire, vous assumez ce doublement du chantier? Avec un étage de plus, oui. Avec des courroies, oui. Avec, etc., etc. Il y a eu effectivement un élargissement du programme de la Toast France Les Iris. En plus, je ne me rappelle plus exactement quels étaient les montants, mais vous parlez en 12 millions TTC, je me permets de vous le rappeler. Non, faut pas exagérer. Vous avez vu à l'Atoll France, vous avez vu les Iris, l'ensemble du groupe scolaire, vous l'avez vu. Alors, 10 millions hors taxes, 10 millions hors taxes, avec un certain nombre de subventions que j'ai citées l'autre jour, que j'ai évoquées l'autre jour. 10 millions hors taxes pour cette réalisation, je dirais c'est pas gigantesque, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré une période particulièrement difficile et contraignante. Le chantier il a continué pendant la période du Covid. Il a fallu faire une opération tiroir pour les enfants, etc. Non, soyons sérieux, franchement. Il n'y a pas de dérive de gestion. Alors, dérive de gestion, cherchez-la bien. Cherchez bien les dérives de gestion. Écoutez, arrêtez. L'Atoll France, typiquement pour poursuivre les propos de mon collègue, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des avenants, il y en a eu 3 ou 4 sur un Atoll France, 4 ou 5 même, c'est repassé en commission d'appel d'offres. Ça veut dire qu'il y a débat, il y a discussion, il y a étage de plus, il y a discussion, on interroge les entreprises, etc. C'est-à-dire qu'il y a une continuité, justement, dans le dossier. On ne découvre pas les choses au fur et à mesure, et s'il y a des dérives, elles sont vues, constatées, assumées. Donc ça, c'est la vie. Non, vous appelez dérive. On est sur un autre sujet où on est, je ne refais pas le débat, sur un chèque en blanc, sur des montants qui sont colossaux, qu'on n'a jamais même pu assumer, même si on fait la régie soi-même. On a un train d'investissement qui est à peu près d'1 million à 2 millions par an en maintenance, en construction, ce qui donne déjà un boulot considérable aux équipes, et tout le monde le sait, les équipes techniques font un boulot assez gigantesque pour conduire ces travaux et ces montants-là. On ne va pas doubler leur boulot, ni le tripler, ça n'a pas de sens. On ne va pas se construire un CTM. Un CTM, c'est quoi? C'est 2,5 millions, un CTM. On a quasiment là les moyens de s'en fabriquer un par an. Bon, enfin, c'est pas sérieux, monsieur Besançon. Il ne s'agit pas d'un engagement de dépenses que nous proposons là. Oui, c'est le marché. C'est pas un engagement de dépenses. Non, mais bien sûr. C'est un chèque pour. Mais non, mais pas du tout, c'est pas un chèque. C'est pas un engagement de dépenses. C'est l'application stricte du Code des marchés publics. Alors, ne me faites pas rigoler, enfin, c'est pas sérieux. Alors, quant aux dérives de gestion sur la Toast France et Iris, enfin, écoutez, là aussi, soyons sérieux. Alors, de toute façon, à chaque fois qu'on fait quelque chose, depuis plus de 10 ans maintenant, depuis 14 ans, il y a toujours une dérive de gestion. Et puis à la fin, vous dites, c'est pas mal quand même. Bon, alors, il n'y a pas de dérive de gestion. Il y a exactement parfois des augmentations des coûts. Ça, c'est vrai. Il y a parfois des évaluations qui sont insuffisantes de la part des maîtres d'œuvre, la plupart du temps, etc. Ça peut arriver. Et en tout cas, pour la Toast France Iris, il y a eu des changements de programme. Bon, il y a eu des évolutions de programme. Vous le savez très bien, d'ailleurs.
On a commencé en 2013, hein, et on a terminé en 2022. Bon, alors, excusez-moi, hein, l'évaluation, hein. Ah non, enfin, excusez-moi, mais en principe, quand il y a un changement de programme, qu'on rajoute Madame un Coste, étage... vous avez demandé la parole, je crois. Excusez-moi. Merci. Quand il y a un changement de programme, et notamment qu'on rajoute un changement de programme important, normalement, on doit relancer un concours en marché public. On ne peut pas modifier, parce qu'il a été choisi sur concours, ce projet, avec un budget. Donc si on double le budget et si on change le programme, qu'on rajoute un étage, normalement, il faut relancer un concours. On ne peut pas changer un... Enfin, c'est la loi des marchés publics, ça. Bon, enfin, en l'occurrence, là, sur ce délibération, Excusez-moi, c'est un marché tout corps d'État. C'est un marché tout corps d'État avec des plafonds qui sont plus élevés, effectivement, que ceux que nous avions auparavant. Mais c'est pas une dépense. Il n'y a pas de dépense dans cette affaire. Hein. Les dépenses, nous les verrons par définition s'il y en a au fur et à mesure. C'est une latitude qu'on se donne. Une latitude que toutes les communes se donnent de façon générale. Toutes les collectivités locales, de façon à avoir plus de souplesse dans le fonctionnement. Parfois, c'est particulièrement difficile quand on a un événement qui se produit, de faire appel à une entreprise sans qu'il y ait justement ces marchés à bon de commande tout corps d'État qui existent. Donc, c'est donner quand même une plus grande latitude de fonctionnement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, ne parlez pas de dérive ou quoi que ce soit. Enfin, écoutez, hein, soyez sérieux. Hein. Il n'y a pas d'autre observation, M. Barbier, pour une deuxième intervention? Effectivement, seconde intervention, monsieur le maire, mais je pensais en fait en faire qu'une au départ. Je n'avais pas fini ma phrase et vous avez donné la parole à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas grave, c'est mon collègue Turini, donc tout va bien. Excusez-moi. Donc pour continuer dans ma curiosité, au sujet des lots 1 et 11. Donc là, on est sur deux lots qui font 7 millions d'euros à eux deux. Donc le lot 1, pour ceux qui n'ont pas les documents, démolition, désamiantage, déplombage, VRD. D'ailleurs, il faudra me dire ce que ça veut dire, s'il vous plaît, puisque je suis curieux. Et enfin, lot 11, ravalement, hiteux, bardage. Ouais. Donc ça, ce sont des lots qui n'apparaissaient pas précédemment. Et donc, j'aimerais savoir, c'est une simple question innocente, si ça correspond à un projet précis. Non. Ou s'il y a... C'est une proposition que fait les services techniques en fonction de la façon dont ils travaillent. C'est la proposition des services techniques que vous louez, M. Besançon, M. Turini. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a un problème. Et par définition, je n'ai pas dit qu'il y avait un problème, montant maximum sur la durée totale du marché. 4 ans. Donc, ce que vous me répondez là, c'est qu'à l'heure actuelle, ça ne correspond à aucun projet. Ça ne correspond pas particulièrement à des projets spécifiques, non? D'accord. C'est une possibilité. Parce que c'est en fait les 7 millions, c'est... On sait qu'on va avoir de la démolition, des amiantages, des plombages, Donc on a déjà identifié des sites. On a déjà identifié des sites. On l'aura, hein, inévitablement. Hein. On sait qu'on aura de la maçonnerie, du carrelage. On sait, mais ça, c'est systématique, ça. C'est permanent. C'est pas très original. Hein. Donc, non, mais vous me dites on sait, donc il y a des sites qui ont été identifiés déjà. On a fait combien de démolitions? Extrêmement rare. Ben, c'est rare, oui. Ça peut arriver. Oui, c'est quoi ce collègue? Hein? C'est la... Il y a un lot qui est comme ça. On ne peut pas de... C'est une réhabilitation, là, en l'occurrence. C'est pas une démolition. Hein. C'est très cher, les démolitions, comme ça arrive. Bien. Il n'y a pas d'autres observations? Je sens que je ne vous convaincrai pas. Mais vous serez convaincu d'ici quelques années, vous verrez, puis vous direz, ah ben, en définitive, c'est vrai. Voilà, comme ça. C'est la vie. Allez, avis contraire. 3, 4. 3 ou 4, je ne comprends pas, là. Ah, 4 avis contraires. Abstention. Alors, 4 abstentions. Adopté. Classement dans le domaine public de la commune de l'Allée de la Forêt, monsieur Ernest. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit du classement dans le domaine public de l'Allée de la Forêt. Donc, vous savez que l'Allée de la Forêt est un des aménagements qui a été réalisé dans le cadre du centre-ville, donc autour de la résidence du Cœur Boisé. Cette allée permet de rejoindre, comme son nom l'indique, la forêt à partir du centre-ville. Donc, c'est
nouvel aménagement qui a été créé et qui aujourd'hui, donc on est sur le fin de la ZAC. Cet aménagement a été cédé à la ville et aujourd'hui cette délibération consiste à transférer ce domaine donc dans le domaine public de la commune. Alors, il faut savoir que les différents aménagements de cette allée sont aujourd'hui gérés par GPSO, donc c'est déjà le cas, hein, que ce soit l'ascenseur, l'éclairage, la voirie, les alimentations d'eau, etc. Les aménagements paysagers également. Donc il y a une seule exception, hein, c'est les portails qui sont gérés directement par la ville, puisque ça ne rentre pas dans la compétence de GPSO. Donc je vous invite à voter cette délibération qui en fait finalement intègre ce domaine, ou réintègre ce domaine dans la partie publique de la commune. Bien, merci Monsieur Ernest. Monsieur Besançon, vous voulez parler? Oui, je vais parler. Non, mais du coup, tu parles du portail, mais si c'est dans le domaine public, on peut plus fermer le portail, du coup, puisque ça doit... Mais est-ce qu'on peut limiter la circulation dans un domaine public? Enfin voilà, puisque du coup c'est une rue piétonne en définitive. Il y a un règlement, hein. Il y a un règlement qui précise que le portail est ouvert de 7h à 20h en hiver et 7h à 22h en été. Et dans ces cas-là, c'est le dans domaine le règlement public-privé général. alors Hein? Oui, mais les jardins publics, c'est un domaine public privé, entre guillemets, c'est-à-dire c'est du domaine public qui appartient au public, et donc on y met la réglementation qu'on veut. Donc c'est l'hôtel de ville, c'est certes à propriété du foncier public, c'est du foncier public, mais on y met le règlement qu'on veut. Par contre, dans les rues, on ne peut pas dire « Ah ben tiens, boulevard de la République, on va fermer à 22h », parce que la circulation doit être libre. Enfin, ou je me trompe juridiquement, mais enfin, il y a quand même une distinction entre l'espace public où on peut circuler librement et l'espace public privé du foncier privé. Voilà. Donc, je posais juste la question là-dessus. Est-ce que là, on a affaire à quel régime juridique? Non, mais je comprends votre interrogation. Mais il y a un règlement, de copropriété, hein, de toute façon. Hein, et même si c'est dans le domaine public, le règlement de copropriété s'applique. Hein. Donc c'est une servitude. Donc c'est la commune qui gère la fermeture ou l'ouverture du portail, hein, selon un horaire qui est fixé dans le cadre du règlement. Mais c'est la commune qui gère. Donc à la limite, je vous comprends. Oui, mais la commune peut très bien gérer ça, comme on l'avait vu là chez moi, là où j'habitais, mais c'était une servitude. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a effectivement, on se met d'accord sur les conditions d'utilisation. Mais la servitude, c'est pas la même chose que le classement dans le domaine public. Enfin, je veux dire, c'est une différence. D'accord. Le classement dans le domaine public, ça nous permet... Ça permet à la commune, de gérer justement la fermeture des portails et d'assurer l'entretien de l'allée. Bon, l'entretien de l'allée en particulier de l'espace vert. C'est pour ça que c'est confié à GPSO, hein, d'ailleurs. Hein. Écoutez, c'est une très bonne solution, et pour la commune, et pour les riverains, et pour les habitants eux-mêmes, de la résidence, et c'est une très bonne solution également pour les habitants de la Pavé des Gardes, la rue du 8 mai 45, la rue Édouard Rougeau, etc., qui sont de l'autre côté. Hein, je trouve que, au contraire, on est arrivé à une bonne solution qu'on avait d'ailleurs imaginée dès le départ. C'est comme ça que ça devait se passer. Hein. Je me permets de vous le rappeler. Hein. Vous vous en souvenez pas, mais ça a été très clairement évoqué. Hein. D'autres questions? Non? Tout le monde est d'accord? Pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Adopté. Dénomination de l'espace public créé dans le cadre de l'opération d'aménagement et de progression qui arrive droite, monsieur Bisson. Oui, monsieur le maire. Chers collègues, la ville crée un nouvel espace public donc dans l'opération Équilibre. L'opération Équilibre, ce sont les immeubles qui sont construits actuellement par Bouygues à côté de la gare Rive Droite, rue Carnot. Donc dans ce nouvel espace donc, qui est créé, il faut lui donner un nom pour des raisons tout simplement administratives évidentes.
La commission s'est réunie pour travailler sur ce sujet, de même que le quartier a été consulté à travers le conseil de quartier, et nous proposons donc une dénomination qui soit neutre et qui soit en rapport avec les lieux, hein, sans aller chercher des dénominations originales, en vous proposant le parvis Carnot, tout simplement. Merci, Monsieur Bisson. Sadi Carnot, bien sûr. Alors, on ne sait pas. Si. Est-ce que c'est Lazare? Est-ce que c'est Sadi? Non, c'est Sadi. Est-ce que c'est Hippolyte? C'est sûr, Monsieur le maire. Parce Personne que ne saura. Sadi Carnot est passé à Chaville. Tout le monde fera... Et c'est en l'honneur de son passage à Chaville que la rue Carnot a été nommée rue Carnot. Enfin bon, chacun peut mettre le prénom éventuellement qu'il veut. Ah bah oui. S'il y a une admiration particulière pour Hippolyte Carnot, qui est moins connu que les deux autres. C'est ou son oncle Lazare. Voilà, ouais. Bien, il y a des observations sur cette délibération? Tout le monde est d'accord? Pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Adopté. Sur la liste des décisions que j'ai pu prendre depuis le dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des questions? Comment? J'entends pas ce que vous dites. Voilà, quel est le... Il n'y a pas de conversation oui, comme non, mais ça. Hein. Il y avait une remarque. Ça se fait pas comme ça, c'est un conseil municipal. Hein. Bah oui, on se parle. Bon. Non, mais est-ce qu'on avait... On ne peut pas demander l'avis aux résidents, puisqu'il n'y a pas de résidents encore. Bah non. Non, mais... c'est bien, l'avis c'est aux bien, résidents. l'avis aux résidents. Non, c'est notre responsabilité de dénommer. On avait fait pareil, je vous signale, pour le cariatrium. On l'avait dénommé Parvis Robert Schumann pour faire une sorte de continuité. On avait des numéros pairs d'un côté, des numéros impairs, continuité avec le Parvis de l'Atrium. Donc, on avait, c'est un peu le même problème. Un petit espace, évidemment, c'est pas la même dimension, mais un petit espace dans une rue qui est connue comme telle, hein, et si on donnait une dénomination différente de la rue, bah, on se retrouvait dans des difficultés pour les résidents futurs, hein, par définition. Mais je vous signale que sur ce parvis, c'est surtout 2 commerces qu'il y a. Hein. Pas beaucoup de résidents, c'est 2 commerces. Hein. Bien, est-ce qu'il y a une question sur les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal? Monsieur Barbier? Oui. Excusez-moi, j'avais une question, oui, sur le marché de gestion de la population animale. Je m'intéressais à cette question. C'est Jacques? C'est toi, très bien. Oui, et qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, effectivement. Mais moi, j'ai 2 questions. Eh bien, j'allais justement demander le synonyme. Du racket. De la part de la société. Attendez, si M. Bisson veut répondre, très bien. Alors, je laisse M. Bisson répondre à la question que je n'ai pas encore posée. Effectivement, on est... alors, je passe sous le contrôle, effectivement, de Madame Cusack, qui probablement m'en dira plus sur le sujet, mais nous, villes, nous sommes obligés d'adhérer à ce type d'organisme. Il n'y en a qu'un, c'est la SAPAC. Hein. Ça coûte une blinde pour un service qui, de toute façon, est forfaitaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec environ 14 000 balles environ 11 000 euros hors taxe, ramené à 14 000 TTC, le tout pour que ce soit le ramassage de chiens qui divaguent ou d'animaux morts, enfin de chiens enfin d'animaux qui divaguent ou d'animaux morts, que ce soit pour 5 ou 50, ça nous coûte 14 000 euros. Donc cherchez l'erreur. Moi, j'estime que les maires devraient se liguer contre cette histoire de raquettes. Ça fait longtemps qu'on en parle. Enfin, j'en avais parlé avec le prédécesseur, parce que c'est géré par la police municipale. Et donc, le prédécesseur de Madame Macot et Monsieur Quetil, qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, Madame Macot me redit la même chose.
Et effectivement, nous sommes là dans une espèce d'impasse où on est obligé de payer. Point. C'est la réponse à la question que vous n'avez pas posée, cher ami. Oui, mais en fait, qui était induite. Voilà. Monsieur Barbier, vous voulez répondre à la réponse à la question que vous n'avez pas posée? Mais à la réponse qu'il a eue. Oui, monsieur le maire, je vais répondre à la réponse à la question que je n'ai pas posée, en sachant que j'avais deux questions, et donc que j'ai eu, finalement, dans la réponse qui n'était pas celle à ma question, j'ai eu la réponse à mes deux questions, qui étaient quel carnivore, hein, donc en fait c'est tout carnivore, et les chiffres, finalement, il n'y a pas vraiment d'évaluation, puisque c'est forfaitaire, j'imagine qu'on n'a pas de chiffres en retour. Donc vous voyez, les non-réponses et les non-questions se sont répondues d'elles-mêmes, c'est formidable. Merci. C'est bien, on anticipe même sur vos questions. Oui. Fantastique. Bien, d'autres questions? Non? On peut lever la séance dans ces conditions? La séance est levée.